Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale du groupe Mobility Compliance, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Au programme de cet épisode, rencontre avec un expert qui a plus d'une corde à son arc. Luc est formateur, enseignant, mais il a aussi une vision stratégique et opérationnelle de la mobilité internationale. Fort d'un grand réseau qu'il segmente en archipels, Luc voit la mobilité internationale comme un écosystème, une grande communauté dans laquelle nous évoluons. Hello Luc! Hello Caroline. Bienvenue dans We Love Mobility, je suis ravie de t'accueillir. Alors, Luc, tu baignes dans la mobilité internationale depuis de nombreuses années et tes domaines de prédilection, c'est la mobilité internationale, la rémunération globale et le management interculturel. Mais dis-nous en plus, qui es-tu, Luc ? Alors, je suis avant tout un papa. Je suis papa d'une fille qui a 20 ans et d'un garçon qui a 14 ans. Et après, quand je parle de moi, je ne sais pas trop quoi dire, mais pour dire la vérité, je pense que je suis baigné sur 3 personnalités. Je pense être un étudiant éternel. J'essaie d'entreprendre. J'échoue beaucoup, mais j'entreprends. Et puis, j'essaie d'enseigner de ce que j'ai appris. Mais je ne suis pas enseignant. Je suis plutôt un enseignant hacker. Un enseignant hacker, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, tu vois, concrètement, moi, quand j'étais à l'école, j'aimais pas les cours que j'avais. En fait, moi, je rêve, tu vois, de participer à des cours dans lesquels j'ai le plaisir d'être acteur de mon apprentissage. Et aujourd'hui, j'essaye quelque part, moi, si tu veux, quand je partage mes connaissances avec mes apprenants ou avec des gens un peu plus... on est toujours apprenants, on va dire ça, mais que ce soit en formation continue ou en MBA, j'essaie que les personnes soient vraiment actrices, vraiment de leur formation, qu'elles y trouvent du plaisir, mais qu'elles-mêmes pilotent leur formation, c'est qu'elles agissent. C'est dans ce sens-là que je hack. Je hack dans le sens où je crois pas. D'ailleurs, j'ai pas le diplôme. Hein, j'ai pas du tout de PhD ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression non plus d'être un consultant parce que du coup, le consultant, il apporte que une expérience. Quand je dis hacker, c'est dans le sens où j'espère en tout cas qu'ils n'ont pas perdu du temps lorsqu'ils sont avec moi, qu'ils ont appris l'essentiel à la fois sur la matière en elle-même, sur eux-mêmes et sur les autres. Comment est-ce que tu es arrivé dans la mobilité internationale ? Alors, on va dire tout par hasard. Tout simplement, c'est que j'ai encore un souvenir. J'étais de retour en France et moi, je voulais repartir au Vietnam. C'est le pays où je suis né. Et quand je suis parti là-bas, moi, j'étais, on va dire, le conjoint qui suivait la personne en mobilité internationale. D'accord. Et à l'époque, la femme de ma vie était formatrice de langue étrangère à l'Alliance française. Donc, je suis parti là-bas, sauf qu'au Vietnam, j'avais plus assez d'argent. Je suis revenu en France. Et là, j'ai rencontré Cardiff, qui était à l'époque une très très belle boîte, qui reste toujours une très très belle boîte d'ailleurs, de l'assurance. Et j'ai rencontré un monsieur, à l'époque qui s'appelait Bernard Forrest, qui avait besoin de quelqu'un qui parlait anglais, qui aimait les chiffres et qui adorait la gestion de projet. Et j'ai rencontré ce monsieur-là, il m'a dit, Luc, j'ai 12 expatriés à gérer, c'est un cauchemar pour moi, est-ce que tu veux t'en occuper ? Et ça a commencé comme ça. Et tu t'es lancé dans l'aventure comme ça ? Ouais, en fait, si tu veux, pour moi, d'abord, je me suis lancé dans le sens où j'ai pris les dossiers en main, je voulais connaître leur histoire, et depuis, en fin de compte, je trouve ce qui est passionnant dans cette activité, quelque part, tu vois, pour moi, c'est que je gère pas des personnes en tant que telles, mais je gère des vies et des trajectoires de vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilt très rapidement, et on était en 2000, oh là, j'ose pas le dire. Mais c'est le côté humain avant tout. Ouais, non, c'est le côté à la fois humain, mais trajectoire de vie. C'est que tu as un impact énorme par rapport aux personnes. Ouais. C'est pas qu'un job, quoi. C'est tu impactes à la fois la famille, le chien, le chat. Voilà. L'impact est énorme. Et je trouve que les décisions ne sont pas aussi anodines. Alors, tu fais de la recherche, tu m'as dit. Tu es chercheur, tu fais des conférences, tu formes, tu es enseignant hacker. Alors, chercheur, oui et non. Pour te dire la vérité, moi, j'ai appris à lire vraiment à l'âge de 44 ans, lorsque j'ai repris mes études à Dauphine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis mis à lire de la littérature académique. Honnêtement, je comprenais rien. Sauf que c'était des articles qui étaient en relation avec mon activité que moi, j'exerçais depuis 20 ans.
Et là, du coup, j'ai découvert des auteurs incroyables. Et je me suis dit que, tiens, la recherche peut être hyper intéressante dans notre domaine d'expertise. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens, en fin de compte, qui ont créé beaucoup de choses, qui méritent d'être connus. Alors, entre autres, Jean-Luc Sardin, qui est une des références en matière de mobilité internationale en France. On a également Philippe Pierre, qui travaille sur le management interculturel. Et on a d'autres auteurs très connus par rapport à ça, que moi, tout à coup, je me suis rendu compte, tiens, c'est bizarre. Je lisais leurs articles, je comprenais pas tout de suite. Et là, du coup, je me dis, tiens, j'ai besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est la recherche à la fois académique, que disent les auteurs sur mon activité. Et c'est dans ce sens-là, je ne peux pas dire que je fais de la recherche, mais j'essaie de comprendre ce que disent les auteurs par rapport à mon activité, et ça donne beaucoup plus de sens aujourd'hui. Et sur ton métier de formateur, enseignant, tu veux nous raconter un peu auprès de quel type d'étudiants, qu'est-ce que tu enseignes? Alors, ça, c'est une très belle anecdote, pour te dire la vérité, c'est que je me rappelle, c'est dans les années 98. Tu vas comprendre pourquoi, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui était adorable, qui s'appelait Gilles Faure, qui était le directeur de formation, le directeur même de IGS RH. Ouais. Et à l'époque, en 98, le métier de la mobilité internationale n'était pas enseigné du tout. Et du coup, il m'a dit, écoute Luc, ça me plairait que vous enseigniez la mobilité internationale auprès des étudiants. Ok. Et moi, j'ai dit, vous savez, moi, je suis pas prof. Et du coup, il m'a dit, can you do it in English? Je dis, of course, I can do it. Et ça a commencé comme ça. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain devant 60 à 80 étudiants en Master 2. Et on démarrait sur une session en anglais, sur Global Mobility. Incroyable. Et ça a commencé en 98. Et puis du coup, au fur et à mesure, j'ai pris du goût. Parce que tout simplement, je donne pas de cours. Je répète, je suis pas prof du tout. Moi, ce que je faisais tout simplement, c'est à l'époque, j'étais chez BNP Paribas. Je partageais les business cases que j'avais. D'accord. Tu vois, donc comment faire venir un Indien, comment envoyer un Chinois. Et du coup, en fin de compte, je challengeais mes étudiants, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, je faisais venir des experts dans mes interventions. Ok. Notamment, je faisais venir à l'époque France Immigration. Ok. D'accord. C'est comme ça que j'ai connu Jérôme, mais j'ai connu dans une vie encore antérieure. Mais c'est comme ça, si tu veux, pour moi, je voulais que mes étudiants, en fin de compte, là, pareil, toujours dans cette idée de dire, OK, je suis acteur de ma formation. Et là, je les mettais en challenge. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils rencontraient des gens, des experts en fiscalité, en immigration, en sécurité sociale. Et du coup, si tu veux, je l'ai fait de manière très spontanément. Ouais, c'était un partage d'expérience plus qu'un enseignement théorique. Voilà, c'était plutôt, on va dire, très rapidement, tu vois, on est vraiment focus sur le business case. C'est le truc, c'est just make things happen. C'est-à-dire que l'idée, c'est, t'es pas là pour apprendre. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup appris aussi dans tout ce qui est esprit de compagnonnage. Tu sais, si tu veux faire un gâteau, écoute, go, quoi. Plante-toi, c'est pas grave. Et là, ce que j'aimais beaucoup avec mes étudiants, c'est que je leur disais, de toute manière, vous allez vous planter, c'est pas grave. Plantez-vous, mais plantez-vous avec moi. Oui, vous êtes là pour apprendre. Et c'est comme ça, si tu veux, on a libéré. Alors, les notes, je t'en parle même pas. Donc, moi, j'étais pas très, très note. D'ailleurs, j'ai hacké le système parce que c'était pas moi qui notais, c'était mes clients qui notaient. Donc, les DRH venaient apprécier le travail des étudiants. Ils disaient, c'était bon, pas bon. T'as évité le truc. Ouais, donc ils disaient, on avait 5 notes, c'était insuffisant, à améliorer, correspond à mes attentes, super, vous nous avez aidés, 5, waouh, on est prêt à payer votre prestation, quoi. Et on avait des 4 et 5, il n'y avait pas que des 2, 3. Et ça changeait complètement la note pour moi qui était, tu vois, genre 1, 2, 3, 4, 5, 20, tu vois, ça veut rien dire pour moi. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans le système, on va dire ça. Donc finalement, Cardiff et l'enseignement, à chaque fois, tu t'es lancé dans le grand bain. Ouais. C'est courageux, ça? Non, pas du tout. C'est des belles rencontres. Il n'y a rien de courage là-dedans. Pour moi, je trouve que, tu vois, moi, j'ai une chance énorme. Je rencontre des belles personnes qui m'ont aiguillé, tout simplement, tu vois. Donc, chez Cardiff, c'était Bernard Forest. À l'IGS, c'était Gilles Faure. D'accord. Et Cornelia aussi. Alors, on va parler des sujets du moment. C'est quoi tes sujets, ton actu, là, de l'été ou de la rentrée? Alors, moi, j'ai un actu qui me tient très personnellement, et c'est en relation avec ce qu'on a échangé, c'est l'école de mes rêves. Ouais. Là, c'est quelque chose moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est quoi l'école de vos rêves en tant que telle? Et je trouve que la formation, elle joue un rôle énorme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a plein de jolies écoles, des jolies institutions en France, mais qu'on a oublié ce que c'est l'école de nos rêves, de mes rêves en tant qu'enfant. Je trouve, tu vois, le système scolaire en France à la maternelle est génial. Tu vois, je trouve que c'est le meilleur système au niveau mondial. J'ai pu étudier plus ou moins les différents systèmes. Arriver à la primaire, c'est une catastrophe. Et arriver en Master 1, Master 2, c'est dramatique. Et en formation continue, voilà, j'ose même pas te dire. Donc, moi, voilà, ça, c'est un sujet qui me plaît, en sachant que l'école de mes rêves, c'est que je pose la question aux gens.
c'est quoi l'école de vos rêves pour pouvoir créer cette école-là, mais ensemble. Et c'est quoi, toi, l'école de tes rêves? Alors, moi, l'école de mes rêves, elle est, on va dire, elle est éphémère. Elle est faite de belles rencontres. Elle est faite aussi d'apprentissage de soi, de l'autre, et surtout de ma relation au monde. Et puis, elle est éphémère, mais elle reste inoubliable. Ça, c'est l'école de mes rêves. D'accord. Mon deuxième projet, je t'en parle également parce que il y a sur la partie recherche académique, je suis en train de travailler avec un de mes professeurs à Dauphine qui s'appelle Fabien Blanchot et dans lequel on veut travailler sur la notion de la confiance en situation d'expatriation. Donc on s'est dit que nous, la clé d'une réussite ou d'un échec d'une expatriation, c'est quoi? C'est la confiance. C'est le fameux 5e C que je te proposerai. Bon, il y avait 4 dans l'histoire. Hein. Il y avait Patricia qui avait amené son 4e C, là, qui est le care. Le care. Le care. Ouais. Et puis, pour ceux qui veulent connaître les 3 autres... tu nous en parleras plus tard. Ça marche. Mais le 5e, il est là. C'est la confiance. La confiance. Un autre C, la communauté. Toi, j'ai l'impression que tu as un réseau énorme et que tu incarnes hyper bien cette communauté parce que tu as 1000 cordes à ton arc, je te disais. Tu es dans la stratégie, dans l'opérationnel, tu formes, tu es en contact avec les étudiants, avec les boîtes. C'est quoi ta vision de la communauté, de la mobilité internationale? Alors, moi, j'ai une notion que j'aime beaucoup, que j'ai appris de Philippe Pierre, qui est aussi un de mes profs, un de mes 5 top profs à Dauphine. Et on parle d'archipel relationnel. Pour moi, la communauté, pour moi, c'est ça. Ce sont des archipels qui sont dans le monde avec des champs de prédilection. Par exemple, dans l'archipel de la mobilité internationale, tu as aussi des archipels de l'immigration. Oui. Où là, on trouve Wheel of Mobility, on trouve des experts de la partie immigration. Et tu trouves également des experts de la partie taxe. Tu trouves également des experts de l'accompagnement, de la relocation. Donc, ça, si je veux, pour moi, cette notion d'archipel me convient énormément. De la même manière que vis-à-vis de mes étudiants, moi, je les avais en tant qu'étudiants dans un premier temps. Et quand ils sont diplômés, ils deviennent des collègues, ils deviennent des experts, et certains deviennent même mes clients. Ouais. Donc, ma vision de la communauté, pour moi, c'est plutôt un espèce d'écosystème où on navigue d'un archipel à l'autre, on se retrouve, en fin de compte, change de crèmerie, comme on dit, tu vois. Change de position. Ouais. Donc tu peux devenir consultant, tu peux devenir formateur, tu peux devenir aussi salarié, pas salarié. Mais finalement, tu te retrouves avec les personnes avec qui tu as navigué, quoi. C'est ça. C'est une belle vision de la communauté. Quelle est ta vision des tendances de la mobilité internationale? Ta vision du futur à plus ou moins long terme? Alors, moi, la tendance, c'est que il y aura de plus en plus de mobilité internationale. Ouais. Quand les gens disent, oh, tu sais, Luc, tout ce qui est package à papa, tout ce qui est le full package, ça se diminue. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu as dans certains secteurs d'activité où il faut encore des packages full benefits. Moi, le futur de la mobilité internationale, c'est plus de mobilité, mais plus de formes de mobilité. Des mobilités différentes. Voilà. Peut-être plus courtes ou... Plus courtes et en fait, compte plus espacées, avec des situations de contrat complètement différentes. On peut avoir ce qu'on appelle des missions, des VIE. Pour moi, l'une des meilleures formes qu'on met en France, qu'on a, c'est le VIE. J'adore cette formule-là. Pourquoi? Parce que c'est pour les jeunes, entre autres, mais au-delà des jeunes en tant que tel, c'est cost optimisé, quoi. Ouais. C'est social sécurité optimisé. On a produit package qui est complètement génial. Et en plus, moi, je l'avais appris, mais très, très tard, c'est que le VIE n'est pas simplement pour les Français. C'est au niveau européen. C'est-à-dire que tu peux faire venir un Espagnol en France et en plus, il peut faire son VIE à la fois au Japon, en Italie, et on peut faire bouger les gens sur 24 mois, quoi. Donc ça, c'est génial. Ouais, le VIE, c'est un super programme. Donc je crois, si tu veux, à des multiplicités des contrats, et je crois de plus en plus au contrat local, moi. Ce que j'appelle local, le local plus. Parce que pour moi, j'ai toujours raisonné que plus on part en mobilité internationale, plus il faut accepter cette notion de the closer, the better. Plus proche, plus efficace. C'est-à-dire que pour moi, l'accompagnement, c'est bien sûr de ne pas faire quelqu'un qui part en expatriation en Inde, qui devient indien avec un contrat indien, mais je pense que plus il se rapproche de l'institution, des conditions en tant que telles, plus ça sera efficace. Autant pour l'organisation, autant que pour le collaborateur ou la collaboratrice et sa famille, quoi. D'accord. Et sur la particularité du multiculturel dans les nouvelles formes de mobilité, il faudra toujours continuer à former les gens et pour qu'ils s'intègrent mieux, pour que leur famille s'intègre mieux, etc. Alors, moi, je crois beaucoup à la génération, ce que j'appelle la génération, ce qu'on appelle les TCK, les Third Culture Kids. C'est ce qu'on appelle des enfants d'expatriés, tout ça, etc. Où aujourd'hui, je crois beaucoup à cette génération, ce que j'appelle la génération un petit peu multiculturelle en tant que telle.
Et je pense que ces personnes-là, en tant que telles, en tout cas, moi, c'est ce que je vois par rapport à mes enfants, aux enfants des expats, la multiculturalité, ils la vivent, en fait. Il n'y a même pas besoin de faire des cours avec eux. Mm. Donc, pour moi, c'est presque, ils vont apprendre à être eux-mêmes, mais en termes de mobilité, je pense qu'eux-mêmes n'ont pas besoin de package, tu sais, d'incitation pour y aller, quoi. Voilà. Parce Leur qu'ils ont driver, baigné voilà. dedans. Le driver est naturel, quoi. Ok, très bien. Sur ton parcours, tel que tu nous l'as expliqué, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais exactement la même chose? Moi, sincèrement, je rends grâce déjà à tout ce que j'ai eu. Donc, je peux pas te dire, qu'est-ce que tu veux changer, quoi. Et donc, non, je surferais comme je surferais là. Ouais. Je pense que si j'avais la possibilité de me parler à l'âge que j'ai 20 ans aujourd'hui, je dis, rassure-toi, tout va bien se passer. Fais confiance. C'est une belle philosophie de vie. Voilà. J'aime bien. Mais je pourrais pas changer. Honnêtement, Caroline, je changerais rien de ce que j'ai vécu, quoi. Ouais. Je pense. Et puis, il y a plein de choses à vivre encore, quoi. Pour conclure, est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué ton parcours que tu souhaiterais remercier aujourd'hui? Alors là, combien tu en veux? Parle de qui tu veux. Alors, moi, parmi les personnes, vraiment, si tu veux, que j'appelle, moi, mes anges ou mes fées dans ma vie, Ouais. j'ai d'abord mes pères. Ce que j'appelle mes pères, c'est mes personnes de référence, mes sensei, quoi. Mhm. Tu vois? Et là-dessus, moi, j'ai quelqu'un, vraiment, je suis très reconnaissant. Moi, il y en a 3 là-dedans. Il y a Philippe Pierre. Philippe Pierre, qui était un ancien DRH, qui est consultant, qui est un expert et qui est plutôt devenu un ami aujourd'hui, qui reste un de mes professeurs favoris à Dauphine. Le deuxième professeur avec qui moi j'ai beaucoup appris, c'est Fabien Blanchot. Moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il n'est pas que académique, il est très proche des problèmes sociétals et il est très proche à sa manière auprès des étudiants. Et puis après, il y a un DRH, moi, qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu l'occasion de le connaître en tant que client d'abord. Et puis, il aurait pu être mon chef. Mais ça s'est pas fait, on verra par la suite. Il s'appelle Bernard Lemaire. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par sa spiritualité, par sa générosité vis-à-vis des autres et son sourire. Bernard, il a un sourire mais remarquable, il est apaisant. Et après, si tu veux, parmi ces repères-là, j'ai également ce que j'appelle moi mes repères. Mes repères, c'est quoi? J'avais mes pères dans un premier temps. Mes repères, c'est des gens qui m'ont permis de switcher dans ma vie, comme j'ai rencontré Marie-Françoise Rouget, qui était DRH chez Beauté et Prestige International. Elle, en fait, quand je l'ai rencontrée, et puis à l'époque, je voulais arrêter le salariat. Et ma rencontre avec elle m'a permis de comprendre que Luc, tu ne seras plus jamais salarié. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Raphaël Giovannetti chez Safran, qui était aussi mon manager. Et elle, en fin de compte, pour dire la vérité, je me rappelle à l'époque, j'avais besoin de reprendre mes études. Elle m'a autorisé à démissionner et à reprendre mes études. Et la troisième personne, elle est très récente. Je ne sais pas si je vais dire son nom. Je vais dire juste son prénom. C'est Ségolène. C'est mon manager aujourd'hui. C'est une femme qui est remarquable pour moi, qui a beaucoup d'attention et qui m'a réconcilié avec le salariat. Parce qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je suis redevenu salarié. Mais temporairement. Oui. Et donc voilà, ça c'est vraiment ces personnes-là. Et puis après dans mon métier, il faut que je m'entoure de ce que j'appelle moi des experts. Et parmi les experts, j'en donne 3. Une remarquable qui s'appelle Sophie Pitt. Mmh. Elle est pour moi, j'ai eu la chance de la voir en tant que collaboratrice dans un premier temps, mais elle est bien meilleure que moi. Je l'ai eu en tant que cliente et je l'ai eu en tant que co-animatrice avec mes masterclass. Le deuxième, c'est Jérôme Renaud. Jérôme qu'on s'est rencontré il y a très très longtemps à Mondissimo, qui reste pour moi un expert de référence. Et puis il y en a une qu'on n'entend pas beaucoup, qui est Eliane, qui est chez Elitax, dans lequel je n'hésite pas à faire appel à elle, parce que pour moi, c'est quelqu'un très accessible qui s'occupe de la fiscalité de mes impatriés. D'accord. Pas que les miens, mais quand je dois recommander quelqu'un, c'est elle. Ok. Et alors, du coup, j'allais te poser la question, cite-moi 3 personnes que tu aimerais voir intervenir dans ce podcast. Je vais pouvoir piocher dans ces noms. À mon avis, Philippe Pierre. Ouais. Pour moi, c'est le zizou du management interculturel, Philippe Pierre. Il y a Fabien Blanchot. À mon avis, pareil, parce que c'est quelqu'un en plus où on apprend énormément avec lui. Moi, il m'a enseigné l'océan bleu et l'océan rouge. Ça a changé complètement ma dynamique. Et puis la troisième personne, on en a parlé, c'est Sophie. Je pense que Sophie, elle a un parcours que j'aime beaucoup. C'est une femme entrepreneuse. C'est une femme qui m'inspire vraiment. C'est quelqu'un qui m'inspire depuis tout le temps d'ailleurs. C'est ça qui est surprenant. Je crois, en plus, on est nés à la même année, je pense. Ouais. C'est ça. Et je suis toujours
En fait, elle fait partie de mon archipel à distance, mais toujours près dans mon cœur. Donc moi, je pense que les 3 personnes, franchement, sur We Love Mobility, à écouter, à partager, c'est eux. Bah écoute, je vais les contacter de ce pas. Pour conclure, Luc, tu as une vision très pragmatique de la mobilité internationale et tu as d'ailleurs la volonté d'enseigner et de former d'une manière différente, très pratique, avec beaucoup de business case notamment. Tu nous as aussi partagé ta vision de la communauté de la mobilité internationale avec tout un tas d'archipels dans lesquels les différents acteurs de l'écosystème évoluent. Enfin, ta vision du futur de la mobilité internationale est très claire. Il y aura de plus en plus de mobilité avec des formes différentes, plus courtes, plus espacées, avec plus de missions, des VIE, etc. Tu crois aussi que dans le futur, on s'orientera davantage vers des contrats locaux pour être plus proche des règles et des conditions locales du pays d'accueil. Merci beaucoup, Luc! C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.